Rejoignez-moi pour une exploration captivante de l'Égypte ancienne. Ensemble, nous dévoilerons des secrets enfouis, murmurés par les pierres mêmes de l'Antiquité. La pyramide de Meidoum, dont le nom évoque simplement la région où elle se dresse, est une énigme architecturale qui défie l'entendement. Son aspect actuel est troublant, évoquant l'image d'un corps exposé, soumis à une autopsie post-mortem pour déterminer les causes du décès. Ce monument se dresse, solitaire, loin des autres pyramides de l'Ancien Empire, habituellement regroupées à Gizeh, Saqqara ou Abou Sir. L'extérieur de la pyramide est en ruine, ne laissant apparaître qu'un cœur désordonné, où se superposent différentes strates de construction dans sa partie supérieure. Comble de malchance, la pyramide de Meidoum est la seule pyramide achevée à n'avoir jamais été revendiquée par un pharaon, du moins pas de manière officielle et incontestable. On pourrait objecter qu'elle n'était pas totalement achevée, mais les travaux restants auraient été minimes pour les bâtisseurs. Malgré son état de délabrement et son statut d'édifice souvent négligé, la pyramide de Meidoum recèle un potentiel inestimable pour éclairer nos connaissances sur les techniques de construction et les motivations qui ont présidé à l'édification de ce qui fut, en son temps, une structure grandiose. De plus, un voile de mystère enveloppe cette pyramide, laissant en suspens des interrogations auxquelles l'égyptologie n'a pas encore apporté de réponse satisfaisante. La question primordiale qui se pose à tous est la suivante. Quelles forces ont pu provoquer une telle dégradation de son enveloppe extérieure? L'hypothèse la plus plausible serait l'exploitation de ces pierres comme carrière. La pyramide de Meidoum, étonnamment proche des terres cultivées et des habitations, a subi un sort particulier. Sa proximité en a fait une source de pierres extrêmement accessible, et elle fut ainsi exploitée bien plus intensivement que d'autres pyramides. Au XXe siècle, certains érudits ont avancé l'idée d'un effondrement précoce, peut-être même avant son achèvement. Cependant, compte tenu de l'extraction massive de pierres dont elle avait été victime, il est plus plausible d'imaginer un effondrement progressif, résultat du démantèlement et des assauts incessants des éléments naturels. Un élément architectural spécifique à la pyramide de Meidoum et qui a pu fragiliser sa structure et sa transformation. Initialement conçue comme une pyramide à degrés, elle a été ultérieurement métamorphosée en une pyramide à face lisse. La pyramide à degrés, déjà revêtue de ses pierres de parement lisse, se dressait majestueuse. Cependant, cette finition précoce empêcha l'adhérence parfaite de la dernière étape pyramidale à la structure initiale. Il serait erroné de considérer cette pyramide comme un échec de construction dès le départ. D'autres facteurs pourraient expliquer les défis rencontrés. L'une des hypothèses suggère que l'expansion de la pyramide de Meidoum aurait placé la couche externe sur une fondation sablonneuse plutôt que sur une base pavée. L'adage populaire « il ne faut pas bâtir sa maison sur le sable » revient souvent pour illustrer les erreurs potentielles des premiers bâtisseurs de pyramides. Pourtant, il est important de noter que le sable compacté peut tout à fait supporter des charges importantes sans glissement, remettant en question cette explication simpliste. Il est impossible de déterminer si une fondation de sable poserait problème sans test préalable, et de telles analyses n'ont pas été effectuées sur la pyramide. Il est important de noter que la section extérieure de la pyramide, celle qui repose sur le sable, supporterait la charge la plus légère. Pour mieux comprendre cette structure énigmatique, nous allons explorer certaines idées et schémas relatifs à la pyramide de Meidoum. Remerciements au projet ESEDA pour l'utilisation de leurs magnifiques photographies, qui nous permettent d'examiner les preuves par nous-mêmes. Commençons notre étude de la pyramide de Meidoum en rendant hommage à Flinders Petrie, à qui l'on doit la découverte du petit temple adossé à sa face est. Cette structure de pierre d'apparence modeste est le plus ancien édifice ayant traversé les âges en parfait état. Le contraste entre l'état de conservation du temple et celui de la pyramide est saisissant, et c'est uniquement parce que le temple était profondément enfoui sous les débris qu'il a échappé à la convoitise des hommes. Après d'innombrables efforts, ils atteignirent enfin leur but. Les récits de telles entreprises sont parmi mes favoris dans les annales de l'histoire. En 1892, Petrie décrivit ainsi ses fouilles. Finalement, nous avons touché le fond. Là, nous avons découvert le revêtement incliné de la pyramide, un mur perpendiculaire à celui-ci, et la grande stèle. Notre percée était un succès. De chaque côté, une paroi imminente de débris instables nous menaçait.
À l'ouest, elle s'élevait à la hauteur d'une maison londonienne, un amas de sable, d'éclats de pierre et d'énormes blocs, stratifiés de manière à s'effondrer dans notre trou depuis une hauteur de 12 à 15 mètres. J'avais aménagé cette façade avec une pente douce, environ 1/4, ce qui suffisait à la maintenir tant que le temps restait clément. Mais bientôt, une tempête furieuse se leva. Je me trouvais dans la carrière ce jour-là, et je n'oublierai jamais cet horrible chaos. L'air était tellement saturé de sable tourbillonnant qu'il fallait garder les yeux fermés plus longtemps qu'ouverts. Et à mesure que le sable était emporté de la surface, les pierres dévalaient en avalanches fracassantes. Il fallut à l'équipe de Petrie 3 semaines supplémentaires pour déblayer les éboulis et atteindre de nouveau la profondeur à laquelle ils étaient parvenus avant la tempête. Après cet effort colossal, entrepris à ses propres frais, Petrie fit alors preuve d'une attitude remarquable, peu courante à son époque. Il relate « J'ai tout mesuré avec précision, photographié chaque détail, dessiné des plans, recopié toutes les inscriptions, puis j'ai tout réenfoui avec le plus grand soin. » Laisser le site à découvert, selon lui, aurait irrémédiablement conduit à sa destruction en moins de 6 mois. La pyramide de Meidum, bien que servant de carrière pour les environs, a paradoxalement protégé les tombeaux de la ruine totale grâce à son imposante masse. Malgré les efforts héroïques de préservation menés par Petrie, une question persiste. L'égyptologie ne gaspillerait-elle pas une occasion unique? Les 2 grandes stèles, énigmatiquement dépourvues d'inscriptions, soulèvent un mystère captivant quant à la véritable appartenance de la pyramide de Meidum, laissant planer le doute sur son commanditaire originel. Les techniques modernes de radiographie pourraient bien lever le voile sur des mystères que nos yeux seuls ne peuvent percer. Imagine-t-on ces stèles autrefois parées de couleurs vives ou esquissées de signes intentionnels, aujourd'hui effacées par le temps? Un examen approfondi s'impose, bien que l'exposition constante au soleil réduise considérablement nos chances de découvrir de tels indices. Pour percer les secrets de la composition même de la pyramide, il nous faut replonger dans les archives de l'archéologie des 19e et 20e siècles. Vers 1912, Gerald Wainwright, disciple de Flinders Petrie, creusa un tunnel sous la pyramide dans l'espoir de déchiffrer son architecture interne. Il fut révélé que la pyramide de Meidum avait été érigée par couches d'accumulation successives, caractérisées par des intervalles réguliers de blocs lisses s'étendant depuis un noyau central. Ces strates étaient ensuite liées horizontalement à une hauteur prédéterminée qui formerait le sommet de chaque degré de la pyramide à degrés. En 1928, l'égyptologue Ludwig Borchardt approfondit les découvertes de Wainwright, démontrant par son analyse que la pyramide de Meidum avait été construite en 3 étapes distinctes. La première phase, nommée E1, consista en une pyramide à degrés de 7 à 6 de hauteur. La phase suivante, E2, agrandit légèrement la pyramide, lui conférant 8 à 6 de hauteur. L'étape finale, E3, métamorphosa la pyramide à degrés en une véritable pyramide à face lisse, inclinée à environ 52,6 degrés, un angle remarquable à peine inférieur d'1 degré à celui de la grande pyramide de Gizeh. On estime alors la hauteur de la pyramide de Meidum à environ 94 mètres. Les premières étapes de construction, EI et EUI, présentent une similarité frappante. Il est probable que l'étape E2A ait été entreprise peu après l'achèvement de EI, suivant une conception inspirée de la pyramide à degrés de Djesser, où les blocs étaient inclinés vers l'intérieur selon un angle de 75 degrés. La dernière étape de construction de la pyramide de Meidum, nommée E1, se distingue par ses assises horizontales lisses, composées de blocs de calcaire plus grands et plus raffinés. Ces 3 étapes de construction distinctes soulèvent des questions cruciales quant à la conception du système de rampe utilisé. L'idée d'une rampe spirale externe semble excessivement exigeante en main-d'œuvre, car elle aurait dû être entièrement reconstruite à chaque agrandissement de la pyramide. Cependant, Flinders Petrie a découvert lors de ses fouilles les vestiges probables d'une rampe de construction droite et originelle sur le côté est de la pyramide. Cette rampe s'aligne précisément avec 2 indentations visibles sur le noyau exposé de la pyramide, offrant un aperçu fascinant des méthodes de construction employées. Quant à l'âme dévoilée de la pyramide, ces sections lisses témoignent des vestiges extérieurs de l'ancienne structure à degrés. Les faces supérieures polies proviennent de l'étape E2,
tandis que la face inférieure la plus douce appartient à la pyramide à degré E1, plus modeste. Les bandes rugueuses marquent les points d'attache des marches pyramidales à la couche d'accrétion interne, dissimulée derrière elles. Enfin, les cavités arrondies que l'on découvre au sein de ce cœur révélé sont des excavations distinctes, plus récentes. Leur but est d'attirer chauves-souris et oiseaux, afin de collecter leurs déjections et de les utiliser comme engrais pour les terres agricoles avoisinantes. Une observation attentive révèle le chemin incliné que les agriculteurs empruntaient autrefois pour atteindre ces alcôves nichées dans la structure. Au premier abord, l'ensemble peut paraître complexe, mais une fois familiarisé avec ses principaux éléments, la pyramide de Meidum se révèle moins intimidante qu'elle n'y paraît. L'extraction de pierres et les dégradations qui ont affecté les 2/3 supérieurs de la pyramide ont engendré un amas considérable d'éclats de calcaire. Ces débris recouvrent aujourd'hui les vestiges de la pyramide angulaire, E3, enfouie à sa base. L'état très érodé des pierres de parement de la phase E3 suggère qu'elles sont restées longtemps exposées aux éléments, privées de la protection de la terre. L'égyptologie moderne s'accorde à penser que la phase de construction E3 de la pyramide de Meidum est postérieure à l'édification de la pyramide rhomboïdale et de la pyramide rouge de Dachau, entreprise par le pharaon Snéfrou. Les pierres de parement, d'une qualité exceptionnelle et disposées avec une régularité parfaite, constituent l'un des principaux arguments. On y retrouve des marques de tailleurs de pierre datant du règne du pharaon, similaires à celles observées sur les pyramides de Dachau. Bien qu'il ait été un temps envisagé que le pharaon Snéfrou ne soit pas à l'origine des pyramides à degré E1 et E2, aucune preuve archéologique n'atteste de la présence d'un autre pharaon aux alentours de la pyramide de Meidum. Il est pour le moins singulier de construire une pyramide à degré à 2 reprises, puis d'achever 2 grandes pyramides à face lisse, pour finalement revenir transformer la pyramide à degré en une pyramide à face lisse. L'explication communément admise, selon laquelle le pharaon cherchait simplement à perfectionner la conception de sa tombe, ne concorde pas avec l'étape de construction E3 à Meidum. Cette énigme sera analysée plus en détail dans une prochaine publication. L'accès à la pyramide se situe au centre de la face nord, à environ 18 mètres au-dessus de la base. Une position relativement élevée, comparable à celle de l'entrée de la grande pyramide, qui était située à 1 mètre en dessous. Toutefois, la pyramide à degré originel, baptisée E1, aurait eu son entrée à seulement 12 mètres du sol, une hauteur similaire à celle de l'entrée inférieure de la pyramide rhomboïdale. Heureusement, les pierres de parement d'origine entourant l'entrée de la pyramide sont restées intactes, ce qui nous permet de mieux comprendre la conception initiale. Certains égyptologues ont d'ailleurs beaucoup insisté sur la disposition de ces pierres, y voyant la preuve que l'entrée avait été conçue pour être dissimulée. J'ai souvent avancé l'idée que les entrées des pyramides de l'Ancien Empire n'étaient pas camouflées, du moins pas dans le but de dissimuler leur emplacement. Certes, on pourrait interpréter l'entrée de Meidum comme une tentative de masquer sa présence, mais ces choix pourraient tout aussi bien découler de considérations esthétiques. L'entrée s'étend sur 3 assises de maçonnerie, l'assise centrale étant taillée pour recevoir un bloc plus large que les 2 autres. De plus, elle présente un joint de sol en son centre. Ces particularités pourraient rendre l'entrée plus difficile à repérer si elle était correctement obstruée. Cependant, elle pourrait également avoir été mise en œuvre pour conserver une esthétique cohérente de pierres de parement décalées, omniprésentes sur la pyramide. En plaçant l'entrée au centre du côté nord, ornée d'un linteau imposant bien que non essentiel à la structure, l'idée de discrétion semblait reléguée au second plan. Ce linteau, justement, présente une fissure qui évoque une jointure, mais il s'agirait plutôt d'une fracture due aux tensions accumulées au fil des siècles. Si cette particularité avait été d'origine, on aurait pu imaginer une tentative, même timide, de camouflage. En s'engageant dans le couloir descendant, une surprise de taille attend le visiteur. Sa hauteur dépasse celle de tous les autres accès pyramidaux de l'Ancien Empire. Avec plus d'1,60 m de hauteur, la plupart des individus peuvent s'y déplacer presque debout, une expérience singulière au cœur de ces monuments millénaires. Dans les autres pyramides, les couloirs, plus étroits d'environ 1 demi-mètre, imposent une démarche inconfortable et accroupie. Curieusement, le couloir descendant de Meidum se distingue par sa largeur d'environ 85 cm, inférieure à celle des autres pyramides. Par la suite, les passages pyramidaux sont standardisés, gagnant 20 cm supplémentaires.
Ces dimensions offrent un accès aisé et confortable, à taille humaine, aux chambres de la pyramide de Meidum. À moins de 10 mètres dans le couloir, le revêtement de la pyramide E3 s'achève, marquant notre arrivée à l'entrée de la pyramide à degré E2. 2 paires d'ouvertures en forme de D ornent les murs, juste au-delà du seuil, et un espace supplémentaire est ménagé dans le plafond au-dessus. On retrouve cette conception, révélatrice, dans les entrées de la pyramide rhomboïdale, ainsi que dans les couloirs où la pyramide a connu une expansion. La comparaison entre les deux sites suggère fortement que ces lacunes dans le plafond étaient destinées à accueillir des portes mobiles. La longueur de l'ouverture dans le plafond est plus importante que celle de la pyramide rhomboïdale, mais les deux longueurs correspondent à 76% de la hauteur de leurs couloirs respectifs, ce qui établit un lien évident entre les deux structures. Il est fascinant de constater que la maçonnerie de la face de la pyramide à degré E2 revient à 3 assises de hauteur au niveau du passage. Cette observation se vérifie également pour la pyramide à degré E1, d'après les schémas de Marajoglio et Rinaldi, révélant ainsi un motif de conception récurrent. Une question me taraude. L'assise médiane de la maçonnerie à l'entrée de la pyramide E2 était-elle initialement décalée, à l'instar de ce que l'on observe aujourd'hui à l'entrée de la pyramide E3? Si tel était le cas, ces blocs auraient pu être de fines pièces de remplissage destinées à combler l'espace et à maintenir la régularité des parois du passage. Le bloc situé à l'est s'est partiellement détaché, ce qui permettrait de confirmer ou d'infirmer cette hypothèse lors d'un examen plus approfondi. Même avec de bonnes photographies, il est difficile de déterminer si la section manquante faisait partie du bloc situé derrière elle ou s'il s'agissait d'une pièce de remplissage distincte. Les restaurations approximatives sont tellement nombreuses sur ces pyramides qu'il faut faire preuve d'une grande prudence lors de l'évaluation d'une maçonnerie d'aspect inhabituel. Si la rangée médiane de maçonnerie a toujours été alignée verticalement avec les rangées supérieures et inférieures, à l'entrée E2, alors nous pouvons affirmer que cette entrée n'a jamais été conçue pour être camouflée. Cela suggérerait que la conception de l'entrée E3 était motivée par l'esthétique et non par le secret. Sous les pierres de parement E2, la maçonnerie est de qualité inférieure et s'est considérablement détériorée. La pyramide de Meidum, érigée aux abords de terre cultivée, se dresse sur une nappe phréatique plus élevée que la plupart de ses consoeurs. Cette proximité avec l'eau, combinée à la présence de sel, a engendré une exfoliation de la pierre calcaire sur toutes les surfaces situées en dessous d'un certain niveau. Ces dégradations rendent l'inspection de l'entrée intérieure de la pyramide E un véritable défi. Le couloir descendant s'enfonce d'environ 8 mètres sous terre, où, juste avant de se terminer, se trouve un puits vertical d'une profondeur de 3 mètres creusé à même la roche-mère. De plus, une rainure de 14 cm longe les murs, le sol et le plafond, ajoutant un mystère supplémentaire à ce lieu énigmatique. Keith Hamilton, un chercheur passionné, avance une hypothèse intrigante. Le puits vertical aurait servi de bassin d'infiltration pour les eaux de ruissellement, et la rainure aurait autrefois abrité une porte en bois. Ces idées, empreintes de bon sens, suggèrent que le passage est resté ouvert pendant une période prolongée, que ce soit durant la construction ou peut-être après. Le passage descendant débouche sans détour sur une petite salle, longue de 2 mètres et demi et s'élargissant vers l'est jusqu'à dépasser légèrement les 2 mètres. Une pièce minuscule, quasi identique à la précédente, lui fait écho, cette fois en direction de l'ouest. Malheureusement, l'état lamentable des murs calcaires confère à l'endroit une apparence des plus modestes. Il arrive que les apparences soient trompeuses, même pour des chambres vieilles de 4500 ans. Ces pièces recèlent une qualité essentielle qui a échappé à tous les explorateurs jusqu'au XXIe siècle. Les plafonds, plats, sont soutenus par des poutres uniques. Ces poutres, malgré leur état de dégradation avancé, ne présentent aucune fracture due à la tension. Gilles Dormien, un chercheur en architecture, fut le premier à saisir l'importance de cette observation. Il comprit rapidement que les plafonds ne pouvaient en aucun cas supporter le poids de la pyramide. En l'an 2000, Dormien et Jean-Yves Verdehure publièrent leur découverte, révélant que la pyramide de Meidum contient des chambres de décharge en encorbellement au-dessus de ces 2 pièces, ainsi que dans la section inférieure du couloir descendant. Des explorations minutieuses, ponctuées de forages discrets pour y glisser une caméra endoscopique,
ont permis de valider cette découverte. Un espace en encorbellement dissimulé au cœur de la pyramide. L'état remarquable de conservation de ces espaces scellés témoigne du soin apporté aux finitions originelles des chambres de la pyramide de Meidum. L'état actuel de dégradation de ces dernières a souvent conduit les égyptologues à penser que la pyramide était inachevée. Or, il se pourrait que ces dommages soient le résultat d'atteintes postérieures. Un court passage, orienté vers le sud depuis les deux chambres, débouche sur un puits vertical d'une conception unique. Bien que son état brut en rende la mesure ardue, ce puits d'environ 1 mètre carré est légèrement plus petit que le couloir descendant. Le puits s'élève à environ 6,5 mètres de hauteur, probablement autrefois orné de fines plaques de calcaire. À un peu plus de la moitié de sa hauteur, 3 troncs d'arbres originaux sont encastrés dans les parois rocheuses. Les 2 troncs inférieurs bénéficient également d'un support supplémentaire grâce à des blocs de maçonnerie verticaux. Sur la paroi nord du puits, 2 rainures verticales semi-circulaires demeurent visibles, vestiges d'un mécanisme oublié. Ces rainures s'achèvent en hauteur, là où une petite ouverture dissimulait jadis l'accès à un espace de décharge situé au-dessus d'un court corridor inférieur. Un mystère gravé dans la pierre, témoin d'une ingéniosité ancestrale. Au sommet même de l'accès en encorbellement, percé dans le mur nord, persistent des poutres en bois enchâssées dans la maçonnerie. Terminons rapidement notre exploration de cette pyramide et plongeons au cœur de ses particularités architecturales. Le puits vertical débouche sur une chambre au plafond en encorbellement, s'élevant à environ 5 mètres de hauteur, s'étendant sur 6 mètres de longueur et s'élargissant sur 2,5 mètres de largeur. L'histoire ne retient aucune découverte notable faite à l'intérieur de cette pièce. Les murs en encorbellement présentent des encoches, destinées à accueillir des poutres en bois, la plupart étant positionnées au-dessus du puits vertical. Dans les entrailles de la pyramide de Meidum, quelques vestiges de cèdres originels subsistent encore, témoins silencieux d'une époque lointaine. Une exploration minutieuse a révélé une petite excavation creusée dans la paroi sud de la chambre, interrompue brusquement par la découverte du substratum rocheux dissimulé derrière le mur calcaire. Alors, que déduire de ces chambres intérieures et de ces passages mystérieux? Un indice crucial réside dans la similitude frappante entre la conception des chambres de la pyramide de Meidum et celle de la pyramide rouge. On y retrouve une alternance de 2 chambres basses, précédant une chambre plus vaste, perchée en hauteur. Il est tentant de supposer que la chambre supérieure de la pyramide rouge a été intentionnellement conçue pour être inaccessible. Cependant, les 8,5 mètres de parois lisses de la pyramide rouge représentent un défi bien plus ardu à surmonter que les 6,5 mètres de puits vertical de la pyramide de Meidum, qui pouvaient être escaladés sans l'aide d'une échelle ou d'équipement spécifique. L'énigme de l'obélisque vertical de Meidum trouva une réponse ingénieuse grâce au chercheur Keith Hamilton. Il imagina que ce puits vertical abritait jadis une pierre obturatrice, soutenue par 3 poutres de bois. Son hypothèse propose que les rainures taillées dans la paroi nord permettaient le passage des cordes sans entraver la montée de la pierre. Ces rainures rappellent celles de la chambre du portcullis dans la grande pyramide, essentielle pour maintenir la pierre de fermeture alignée avec le mur. Une fois l'obélisque vertical de Meidum hissé, des rondins de bois étaient insérés dans les murs inférieurs, servant de support additionnel. Un appui maçonné venait ensuite renforcer l'ensemble, assurant ainsi la stabilité de l'obélisque dans son emplacement final. La structure en bois surplombant la pierre d'obturation devait autrefois s'élever au-dessus du puits, empêchant ainsi la pierre d'être repoussée vers le haut, dans la chambre. Une poutre en bois, placée en hauteur, permettait de maintenir le puits dégagé jusqu'au moment de le sceller, après quoi le bois était solidement cimenté dans la maçonnerie. Ce dispositif défensif est une ingénieuse conception, difficile à déjouer rapidement. Je félicite Hamilton d'avoir su relier ces indices matériels pour proposer une solution plausible. Les rainures observées sur le mur nord sont particulièrement probantes, car il est difficile d'imaginer un autre usage que le passage d'une pierre d'obturation nécessitant un tel dégagement. Il est à noter que les couloirs de la pyramide de Meidum sont bien trop étroits pour qu'un sarcophage en pierre ait pu y être transporté. Des zones d'ombre persistent, appelant à des recherches plus approfondies sur cette construction énigmatique. L'échafaudage de bois, destiné à soutenir une pierre d'obturation,
s'avance timidement dans le puits. Seule la bûche occidentale porte les stigmates du temps, avec un bord manquant, témoignage silencieux d'un dommage passé. Un couloir d'une largeur de 82 cm mène vers ce puits vertical, dont la largeur avoisine le mètre. Un paradoxe qui suggère que la pierre d'obturation, trop imposante, aurait dû patienter au pied du puits, incapable de franchir le passage étroit venant des chambres inférieures. Pour complexifier davantage l'énigme, un décalage d'environ 30 cm se révèle entre le sommet et la base du puits. Malgré l'absence d'une reconstitution précise du mécanisme qui obstruait le puits vertical, il est plausible de le considérer comme un obstacle intentionnel, interdisant l'accès à la chambre supérieure. Fort de cette hypothèse, recentrons notre attention sur les deux chambres inférieures, longtemps négligées. En simplifiant l'architecture des 3 pyramides attribuées à Snéfrou, une constante frappante se révèle. Chacune possède des chambres basses, accessibles par un couloir descendant, et des chambres hautes, rendues inaccessibles par un système de blocage et des points d'accès surélevés. Dès lors, il semble logique de supposer que les chambres inférieures étaient destinées à accueillir des visiteurs. Quel autre motif justifierait un tel déploiement d'efforts, si ce n'est pour limiter l'accès au complexe supérieur? Si les bâtisseurs avaient simplement voulu sceller l'intérieur de la pyramide avec une sécurité maximale, ils auraient pu obstruer entièrement les corridors descendants, se dispensant de toutes les caractéristiques de sécurité supplémentaires d'un système de chambres supérieures. En effet, les mastabas antérieurs et postérieurs à ces pyramides avaient leurs accès complètement bloqués. Dans ce contexte, les 2 chambres inférieures de la pyramide de Meidoum deviennent beaucoup plus intrigantes. Rappelez-vous comment Gilles d'Ormion a découvert que ces chambres possédaient des espaces de décharge en encorbellement au-dessus d'elles. N'est-il pas essentiel de se demander pourquoi les bâtisseurs ont pris la peine de concevoir ces chambres avec des plafonds plats, au lieu de simplement laisser l'encorbellement visible comme dans la chambre supérieure? La raison de cette dissimulation reste un mystère fascinant. L'égyptologie s'accorde généralement à dire que les chambres les plus profondes des pyramides de la 4e dynastie servaient de sépulture. On s'attendrait donc à ce que ces espaces intérieurs soient particulièrement impressionnants. Pourtant, comme beaucoup le soulignent, l'encorbellement de la chambre haute de la pyramide de Meidoum est asymétrique et quelque peu grossier. L'explication communément admise est qu'à l'époque de la construction de la pyramide rouge par Snéfrou, les bâtisseurs avaient acquis une plus grande maîtrise, leur permettant de créer des encorbellements hauts et parfaitement symétriques. Cependant, je doute que seule l'habileté ou l'expérience puisse expliquer cette différence frappante entre les encorbellements de Meidoum et ceux de la pyramide rouge. Intuitivement, si l'on souhaite que des consoles architecturales impressionnent, on évite de les disposer de manière désordonnée ou de les construire avec un alignement approximatif. Il est fort probable que l'encorbellement de la chambre pyramidale de Meidoum paraisse imparfait car il n'était pas destiné à être exposé. Les chambres inférieures, avec leurs plafonds plats, étaient, elles, censées susciter l'admiration. Il ne faut pas oublier que ces pièces de la pyramide de Meidoum sont les premières chambres construites directement sous une montagne de pierre. À notre époque, nous tenons pour acquis que l'architecture peut supporter une telle pression. C'est peut-être pour cette raison que l'on n'a pas perçu, au premier abord, que quelque chose clochait. Pour les anciens Égyptiens, un plafond plat directement sous une pyramide aurait créé un effet magique. La technique du corbeau était dissimulée afin d'amplifier l'émerveillement du visiteur. Une autre chambre pyramidale très célèbre utilise exactement la même illusion. Les chambres de la pyramide rouge sont bien plus vastes que celles de la pyramide de Meidoum. Il était peut-être irréalisable d'utiliser des poutres suffisamment longues pour créer des plafonds plats dans ces espaces. Ainsi, la structure en encorbellement visible de la pyramide rouge fut réalisée de manière haute et symétrique, afin de créer un effet visuel impressionnant d'une autre manière. Dans l'ombre des pyramides de Snéfrou, un détail intrigue. Si les chambres hautes de ces monuments sont toujours les plus vastes, elles ne sont pas forcément les plus saisissantes visuellement. Dans cette perspective, la pyramide de Meidoum n'était peut-être pas une simple ébauche ratée. Snéfrou l'aurait menée à son apogée avec une phase de construction E3 d'une qualité supérieure. La raison qui a poussé à transformer Meidoum d'une pyramide à degrés en une pyramide véritable reste un mystère. Une énigme qui bouscule le récit que l'égyptologie tisse autour des ambitions de Snéfrou.
Si l'on pouvait contempler Meidum sans le voile des destructions qu'elle a subies, peut-être saisirait-on enfin ce qui la rendait si précieuse aux yeux de Snéfrou, le bâtisseur de pyramides le plus prolifique de tous les temps. Laissez-vous emporter dans un récit captivant où l'histoire prend vie. Imaginez les époques révolues, les figures emblématiques et les événements qui ont façonné notre monde. Explorez les méandres du passé, découvrez des anecdotes fascinantes et percez les mystères qui se cachent derrière les faits. Une invitation à redécouvrir l'histoire sous un jour nouveau, à s'émerveiller devant la richesse de notre héritage et à partager cette passion avec vos proches.